Chunk 1. En 1951, Evel Kinvel a annoncé qu'il prenait sa retraite du saut à moto. Il a dit que son corps ne pouvait plus supporter les chutes. Tout le monde l'a cru. Il s'était cassé 433 os au cours de sa carrière. Mais ce n'était pas la vraie raison. Il y a eu un appel téléphonique qui a tout changé. Quelqu'un l'a menacé d'une manière qui a terrifié même l'intrépide Kiev. La conversation n'a duré que quelques minutes, mais elle a mis fin à une carrière légendaire pour toujours. Qui l'a appelé? Qu'ont-ils dit? La réponse révèle un secret qui était caché jusqu'à présent. Robert Craig Coneval est né le 17 octobre 1938 dans la ville minière de Butte, Montana. Son père avait à peine 21 ans et trompait déjà sa mère de 17 ans. La vie à Butte était difficile. La ville vivait de l'extraction du cuivre et le danger était normal. Les hommes descendaient chaque jour sous terre, ne sachant pas s'ils reviendraient. Cela a façonné Robert dès le début. Ses racines étaient allemandes du côté de son père et irlandaises du côté de sa mère. Il avait un jeune frère nommé Nick, né en 1939, mais un an plus tard, en 1940. En 1940, les deux parents sont partis. Sa mère est partie complètement. Son père a déposé les garçons chez ses propres parents, puis est parti pour Reno pour faire la course automobile et n'a jamais regardé en arrière. Robert n'avait que 2 ans quand c'est arrivé. Son frère était encore un bébé. Leurs grands-parents, Ignatius et Emma Kievo, n'étaient pas prêts à cela. Ignatius avait de graves problèmes de santé mentale et restait silencieux pendant des mois. Emma faisait de son mieux, mais elle avait la quarantaine et était dépassée. Robert et Nick étaient sauvages, en colère et bruyants. Cet abandon précoce les a profondément blessés. Robert a commencé à sécher les cours, à voler des choses et à enfreindre les règles avant même d'avoir 10 ans. Chunk 2. Tout a changé quand il avait 8 ans. Cette année-là, il a vu le spectacle Auto Daredevil de Joey Chitwood à Butte. Robert était assis là, totalement émerveillé, regardant des voitures se retourner, sauter et danser sur 2 roues. Cette nuit-là, quelque chose s'est planté profondément en lui. Il a réalisé que les gens pouvaient gagner leur vie en faisant des choses folles. Ce frisson ne l'a jamais quitté. Pour le reste de sa vie, il a appelé cela le moment qui a tout changé. Au moment où il était adolescent, Robert occupait déjà des emplois dangereux. Il travaillait dans les mêmes mines de cuivre qui ont tué tant d'hommes. Il guidait également des voyages de chasse à travers la rude nature sauvage du Montana. Son grand-père lui avait appris comment avant que son esprit n'empire. Puis, en 1953, alors que Robert n'avait que 15 ans, sa grand-mère Emma est décédée. Elle avait été le seul parent stable qu'il ait jamais eu. Après son départ, Robert s'est retrouvé seul. Son grand-père ne pouvait plus s'occuper d'eux. Sans guidance, Robert a sombré davantage. Il a eu de sérieux ennuis, volant, mordant et ignorant complètement la loi. Il a abandonné ses études secondaires vers 1954, alors qu'il avait environ 16 ans. Même s'il était athlétique et bon dans des sports comme l'athlétisme, le hockey et le saut à ski, l'école n'a jamais rien signifié pour lui. Il pensait que c'était inutile. Les enseignants disaient qu'il était intelligent, mais qu'il ne se souciait de rien d'autre que des vélos et des choses sauvages. Quitter l'école a été la première étape de ce qui est devenu sa haine permanente des règles. Il croyait que la vie normale n'était tout simplement pas pour lui. En 1956, alors qu'il avait 18 ans, Robert s'est enrôlé dans l'armée américaine et s'est entraîné avec la 109e division aéroportée. Il a appris à parachuter et a effectué plus de 30 sauts réussis. Il a même rejoint l'équipe d'athlétisme de l'armée en tant que perchiste, mais l'armée n'a pas pu le dompter. Il n'arrêtait pas d'enfreindre les règles et de se heurter aux officiers. Après environ 1 an, il a été libéré avec honneur. Même si son séjour a été court, l'armée lui a donné des compétences, de la coordination, du courage et la capacité de gérer les risques extrêmes. Cela a également prouvé, une fois de plus, que Robert ne pouvait tout simplement pas vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Cette même année, il a eu un démêlé avec la justice qui a changé son nom pour toujours. Chunk 3.
Il a déjà été arrêté après une course-poursuite à moto. Pendant qu'il était en prison, un gardien faisait l'appel. Dans la cellule voisine se trouvait un homme nommé William Kenoff, que les flics appelaient Awful Canopel. Le geôlier a regardé Robert et a dit « Alors, tu dois être Evil et Neville ». Le surnom est resté, mais plus tard, Robert a changé l'orthographe en Evil pour que cela sonne moins sombre. Cette seule nuit en prison lui a donné le nom que le monde entier allait connaître. En 1959, Hill a kidnappé sa petite amie du lycée, Linda Joan Bourke. Son père le détestait et voulait qu'il se sépare, mais Hill était déterminé. Certains disent qu'il l'a kidnappée 2, voire 3 fois. La dernière fois, il l'a emmenée à travers les frontières de l'État jusqu'à l'Idaho et a forcé un mariage au fusil. Elle a dit plus tard qu'elle y était allée volontairement au moins une fois. Ils se sont mariés en 1959 quand Evil avait 20 ans. Leur mariage a duré 38 ans, mais a été rempli de querelles et de chaos. Dès le début, Evil a utilisé des actions extrêmes pour obtenir ce qu'il voulait. Ce modèle ne s'est jamais arrêté. Au début des années 1960, il s'est tourné vers la fraude à l'assurance. Il mettait en scène des accidents de moto juste pour obtenir des paiements des compagnies d'assurance. Il a même brièvement travaillé comme vendeur d'assurance vers 1962 après s'être cassé la clavicule dans une vraie course. Cet emploi lui a donné une connaissance approfondie qu'il a utilisée pour simuler des accidents et collecter de l'argent. Certains des accidents étaient réels. Certains étaient mis en scène, mais de toute façon, Evil a appris à transformer le danger en argent liquide. Ces cascades louches étaient un entraînement pour les plus grands spectacles juridiques qu'il ferait plus tard. Il jouait déjà, mais sans les caméras. Il s'est également fait arrêter à plusieurs reprises pour avoir volé des choses, des enjoliveurs, des motos, même des rumeurs de cambriolage, de coffre-fort et de vol. Il a passé du temps en prison plus d'une fois. Certaines personnes ont même dit qu'il avait acheté sa première moto avec de l'argent volé. Mais Evil ne cachait pas ce passé. Il l'a transformé en partie de sa légende. Pour lui, être un criminel n'était pas honteux. Cela montrait simplement qu'il était dur, sauvage et intrépide. Il n'a arrêté que lorsqu'un de ses partenaires s'est fait tirer dessus. Chunk 4. Cela a suffi à le convaincre qu'il devait y avoir une façon plus sûre de gagner de l'argent. En 1965, le monde a finalement vu le début de ce que Evil Convol allait devenir. Il a lancé sa carrière de casse-cou avec l'une des cascades les plus étranges que l'on ait jamais entendues. Il a sauté par-dessus une caisse pleine de serpents à sonnettes et 2 lions de montagne vivants en utilisant une petite moto Honda 250cc. Il n'avait aucune formation. Il a juste improvisé. Il a appelé son numéro Evil Knievel et ses cascadeurs à moto et l'a présenté dans des bars miteux du Montana. Il s'était blessé à la cheville à l'atterrissage, mais la foule a adoré. Ce spectacle de saut à société animalier brut était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Puis vint le 23 janvier 1966 à Moses Lake, dans l'État de Washington, et a essayé de sauter par-dessus 2 camionnettes, mais la moto n'y est pas parvenue. Il s'est écrasé violemment, se cassant le bras et les côtes. Mais l'accident a attiré plus d'attention qu'un saut. Réussi ne l'aurait jamais fait. Les gens ne pouvaient pas détourner le regard. Il a appris quelque chose ce jour-là. L'échec, s'il semblait suffisamment dramatique, pouvait vendre plus de billets que le succès. À la fin de cette année, il avait déménagé à Moses Lake et travaillait dans un magasin de vélos tout en préparant plus de cascades. Fin 1967, sans argent et sans percée majeure, il a réussi une cascade qui n'était pas physique, mais mentale. Il a créé une fausse entreprise appelée Evil Knievel Enterprises et a embauché de faux avocats pour appeler le Caesars Palace à Las Vegas. Ils ont fait semblant de venir d'ABC Sports et de Sports Illustrated. Il a même passé des appels lui-même en utilisant des voix différentes. Il a convaincu le casino de le laisser sauter par-dessus les énormes fontaines à l'avant. Le 31 décembre 1967,
Après avoir perdu ses derniers 100 $ au blackjack et avalé une gorgée de Wild Turkey, il a tenté le saut de 141 pieds. Il s'est écrasé de la manière la plus horrible, se brisant le bassin et les jambes, se cassant les 2 chevilles et subissant une grave commotion cérébrale. Il a passé 29 jours à l'hôpital. Sa femme a dit plus tard qu'il n'était pas réellement dans le coma tout le temps, mais les gens ont cru la rumeur et cela a contribué à construire la légende. Le plus important était que l'acteur John Derek avait filmé tout le saut et que sa femme, l'actrice Linda Evans, avait parfaitement capturé l'accident. ABC, qui avait refusé de diffuser le saut en direct, a acheté les images et les a diffusées encore et encore. Evil est devenu un nom familier non pas parce qu'il avait réussi le saut, mais parce qu'il avait failli mourir en essayant. Le prochain grand événement a eu lieu le 25 mai 1968 à Scottsdale, en Arizona. Cette fois, il a aligné 15 Ford Mustangs. Chunk 5. Il les a franchis, mais son atterrissage lui a brisé la jambe et le pied droit. Cela ne l'a pas arrêté. Cela a juste ajouté plus de drame. Evil avait compris la formule. Des cascades plus importantes signifiaient des accidents plus importants. Des accidents plus importants signifiaient plus de gros titres. Plus de gros titres signifiaient plus d'argent. Il a continué à le faire encore et encore pendant des années. Le 18 février 1973, Evil Carnival se tenait devant une foule rugissante de 35 000 personnes au Los Angeles Memorial Coliseum. Les billets ne coûtaient que 8 $ pour les adultes et 40 $ pour les enfants, mais ce qu'ils allaient voir semblait inestimable. Juste devant eux se trouvait un empilement imposant de 51 voitures écrasées, certaines placées 2 ou 3 en hauteur. Kennevall, portant son costume rouge, blanc et bleu, a fait rugir son Harley-Davidson X350. Cette moto pesait 300 livres, construite en acier, en aluminium et en fibre de verre. Quand il a décollé, il a survolé les 18 longueurs de voiture et a atterri parfaitement sur une rampe de sécurité construite au-dessus des dernières voitures. La foule est restée silencieuse pendant un moment, puis a éclaté. Il a saisi le micro et leur a crié « Sont-ils venus me voir mourir ?» Ce saut a marqué l'histoire et est resté invaincu pendant 35 ans. Cette même moto se trouve maintenant au Smithsonian Museum. Le prochain grand moment est survenu le 26 mai 1975 au stade de Wembley à Londres. Environ 90 000 personnes sont venues qu'à voir s'ils pouvaient sauter par-dessus 13 bus à Impérial. Avant le saut, il a dit en privé un ami qu'il ne pensait pas pouvoir le faire, mais il est quand même monté sur sa moto et a décollé. En plein vol, il est devenu clair qu'il allait échouer. La moto a heurté le sol et il a rebondi et roulé douloureusement. Il s'est cassé le bassin et la main, mais il n'a pas pris la civière. Il s'est levé, s'est approché du micro et a dit à la foule que c'était tout. Il a dit « Vous êtes les dernières personnes au monde qui me verront sauter, car je ne sauterai plus jamais. » Puis il a quitté le terrain en disant « Je suis arrivé en marchant, je suis reparti en marchant. » Mais cette promesse n'a pas duré. À peine 5 mois plus tard, le 25 octobre 1975, Kneval s'est présenté au Kings Island Amusement Park dans l'Ohio. Cette fois, il allait essayer de sauter par-dessus 14 autobus Greyhound, un record que personne n'avait jamais établi auparavant. Tout a été diffusé en direct sur l'émission Wide World of Sports d'ABC. Les téléspectateurs de toute l'Amérique l'ont regardé voler sur 133 pieds et atterrir directement sur le toit du dernier autobus. Chunk 6 et Sasquatch. Le cadre de la moto s'est cassé à l'impact, mais il l'avait fait. Ce saut a battu des records et est resté invaincu pendant 24 ans jusqu'à ce que Bubba Blackwell saute par-dessus 15 autobus en 1999. L'accord pour cette cascade de Kings Island a pris des mois à se concrétiser. Neville a fait suivre son équipe sur 2000 miles jusqu'à Butte, Montana, juste pour obtenir sa signature pendant qu'il jouait au golf. Un an plus tôt, en 1974, il avait tenté quelque chose d'encore plus fou. Il n'a pas obtenu la permission de sauter par-dessus le Grand Canyon.
Alors, il a cherché un autre défi. Il a fini par se rendre dans l'Idaho, où il a loué 300 acres près de Twin Falls. C'est là qu'il a essayé de sauter par-dessus le Snake River Canyon en utilisant une fusée appelée SkyCycle X2. Ce n'était pas une moto. C'était une fusée à vapeur construite par Robert Truax. Elle était censée atteindre 314 mph en 5 secondes. Mais dès le début, il y a eu des problèmes. Lors du premier essai, la fusée s'est écrasée. Ils l'ont reconstruite, essayant de la rendre plus semblable à un avion, mais les défauts étaient toujours là. Pourtant, Conneval en a fait la promotion dans le monde entier. Il a vendu des billets de cinéma pour que les gens regardent le saut en direct. Le 8 septembre 1975, à exactement 15h36, il a décollé. Juste au moment où la fusée a quitté la rampe, le parachute s'est ouvert prématurément. Cette erreur a causé une traînée, tirant la fusée vers l'arrière. Elle a en fait traversé le canyon de 1600 pieds de large, mais le vent l'a soufflée vers l'arrière. Elle est tombée dans le canyon et s'est écrasée du même côté d'où elle était partie. Le véhicule a heurté des rochers près de la rivière Snake. Plus tard, Conneval a admis que si la fusée avait atterri dans la rivière, il se serait noyé parce qu'un dysfonctionnement du harnais l'avait piégé à l'intérieur. Même s'il a échoué, la cascade lui a rapporté 6 millions de dollars. Mais ce saut a causé plus de problèmes que du métal brisé. Shelley Saltman, qui faisait la promotion de l'événement de la rivière Snake, avait tout enregistré en coulisses. En 1977, il a publié un livre intitulé Evil Carnival on Tour. Il y disait que Kneval était ivre la plupart du temps, accro aux pilules et qu'il traitait les gens terriblement. Il l'a même qualifié d'antisémite. Chunk, 7. Knaville était furieux. Il a affirmé que le livre avait ruiné son nom et induit le public en erreur. Puis vint le moment le plus sombre de tous. Le 21 septembre 1977, Havel Carneval s'est rendu au studio de la 20th Century Fox. Il a trouvé Saltman dans le stationnement tenant une batte de baseball en aluminium. Il lui a dit « Je vais te tuer ». Et puis, il a attaqué. Un des amis d'Enneval a maintenu Saltman en place pendant que Conval frappait avec la batte encore et encore. Saltman a essayé de se protéger avec son bras, qui s'est brisé à plusieurs endroits. Il s'est évanoui à cause de la douleur. La raclée a été si brutale que la mère de Saltman a eu une crise cardiaque quand elle a vu les nouvelles et est décédée 3 mois plus tard. Neville n'a obtenu que 6 mois de congé de travail. Saltman a poursuivi et a gagné 1,275 millions de dollars, mais Neville n'a jamais payé. Il a plutôt déclaré faillite. En 1976, Neville a tenté un dernier saut majeur, et ce fut un cauchemar. À l'amphithéâtre de Chicago, il prévoyait de sauter par-dessus un réservoir de 90 pieds rempli de 13 requins. Pendant que les caméras tournaient, il s'est écrasé. Il a subi une commotion cérébrale et s'est cassé les 2 bras. Mais cette fois, il n'était pas le seul à s'être blessé. Un caméraman qui se tenait à proximité a été touché par des débris volants et a perdu un œil. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Jusque-là, les cascades de Conval ne blessaient que lui-même. Maintenant, quelqu'un d'autre en payait le prix. Après cela, Kneval a dit qu'il en avait fini pour de bon. À la fin de 1975, il s'était cassé 403 os, plus que tout autre artiste de l'histoire. De l'extérieur, Evil Carnival ressemblait à un symbole de courage. Mais derrière le costume rouge, blanc et bleu, quelque chose de beaucoup plus sombre se développait. Entre 1974 et 1977, le FBI l'a secrètement enquêté pour possible racket. Il croyait qu'il n'était pas seulement un cascadeur, mais quelqu'un qui utilisait la peur et la violence pour contrôler les gens. Dans un appel téléphonique enregistré, lorsqu'on lui a posé des questions sur un incident violent, Conneval a froidement dit qu'il n'avait rien à voir avec ce qui était arrivé à l'homme et qu'il ne pouvait pas contrôler la chose. L'enquête a traversé plusieurs États et s'est concentrée sur la question de savoir si Kneval utilisait sa célébrité pour menacer les victimes en échange d'argent. Chunk, 8. Bien que les agents aient recueilli une grande quantité de preuves,
l'affaire n'a jamais été portée devant les tribunaux. La raison exacte pour laquelle les accusations ont été abandonnées n'a jamais été expliquée dans les documents publiés. Il n'y avait pas que le FBI qui surveillait. Des personnes proches de lui savaient que quelque chose n'allait pas. Dans un cas horrifiant, un homme a été battu si violemment dans une chambre d'hôtel de Kansas City qu'il a dû être hospitalisé. L'agresseur n'était pas Coneval lui-même, mais quelqu'un qui travaillait pour lui. Avant et après l'attaque, Coneval a appelé la victime et a fait des menaces, indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une violence aléatoire. Selon le FBI, ce n'était pas la première fois. Il croyait que Coneval envoyait souvent d'autres personnes faire le sale boulot pendant qu'il faisait des menaces prudentes au téléphone pour éviter les ennuis. Ce qui rendait cela encore plus pénible, c'était la façon dont Coneval agissait en public. Il visitait les écoles, regardait les enfants dans les yeux et leur disait de se tenir éloignés des drogues. Il disait « Croyez en Dieu et restez propres ». Mais dans les coulisses, il était accro aux analgésiques sur ordonnance et à l'alcool. Son co-auteur Shelley Saltman a enregistré des entrevues qui ont révélé que Coneval consommait beaucoup de drogue tout en disant aux autres de ne pas le faire. La dépendance venait d'années doses brisées, près de 40, et de douleurs constantes. Mais au milieu des années 1970, il prenait des quantités dangereuses de médicaments chaque jour, et son comportement a commencé à devenir incontrôlable. La nature violente de Neville ne s'arrêtait pas aux étrangers. Elle s'est également infiltrée dans sa vie personnelle. Il avait une longue histoire de violence conjugale. Il a cassé le nez de sa première femme et a piétiné la main de sa deuxième femme lorsqu'elle a essayé de s'éloigner. Une fois, il l'a même enfermée dans un placard. En 1994, la police a été appelée dans un motel de Floride où une femme de 25 ans a été trouvée avec des marques rouges sur le visage et le cou. Elle a dit que Evil Coneval l'avait frappée lors d'une dispute. L'année suivante, il a été arrêté de nouveau pour avoir attaqué sa petite amie, mais elle l'a défendu plus tard devant le tribunal. Ce schéma s'est répété encore et encore. Violence, arrestation, puis soit des accusations abandonnées, soit de petites punitions. Puis vint l'attaque qui a tout terminé. Le 21 septembre 1977, Coneval était furieux à propos d'un livre que Saltman avait écrit. Le livre exposait tout, sa consommation d'alcool et de drogue, son racisme et son comportement cruel. Alors, Naval a attendu Saltman dans le stationnement de la 20th Century Fox, Chunk 9. Alors que Saltman passait, un des hommes de Naval l'a attrapé et Naval a balancé une batte de baseball en aluminium en criant « Je vais te tuer ». Le bras et le poignet de Saltman ont été brisés et ont dû être reconstruits avec des plaques de métal. Il s'est évanoui à cause de la douleur. Plus tard, lorsque la mère de Saltman a vu les nouvelles à la télévision, elle a été tellement bouleversée qu'elle a eu une crise cardiaque et est décédée 3 mois plus tard. Coneval ne semblait pas s'en soucier. Il a appelé cela la justice de la frontière. Cet acte unique a tout détruit. Il a perdu ses contrats avec Harley-Davidson et Ideal Toys. La société de jouets à elle seule avait rapporté des millions, mais en quelques jours, chaque partenariat avait disparu. En 1981, Saltman a poursuivi et a gagné 275 millions de dollars, mais Coneval avait déjà déclaré faillite. L'argent n'a jamais été payé. Avec les intérêts, la dette totale a augmenté à plus de 100 millions de dollars au moment où Coneval est décédé en 2007. Même après avoir purgé 6 mois de prison et 3 ans de probation en 1978, la violence ne s'est pas arrêtée. En 1969, il a battu un homme à San Francisco qui avait témoigné contre lui. Le FBI a continué de surveiller, le reliant à plus de coups et plus de menaces. Il n'était plus le héros qui sautait par-dessus les canyons. Il était devenu quelqu'un que le gouvernement considérait comme un danger sérieux. En 1980, il a tenté un dernier saut, seulement 11 voitures, à Seattle. Mais la foule était petite et l'excitation avait disparu. Son corps était brisé, ses os endommagés, au-delà de toute réparation à cause de 433 fractures.
L'homme qui rêvait autrefois de sauter par-dessus le Grand Canyon pouvait à peine grimper sur une moto. Cette performance était son adieu discret. Sa vie de famille s'est également effondrée. Son fils Robbie avait commencé à faire ses propres cascades et connaissait le succès. Mais au lieu d'être fier, Conval est devenu jaloux. Il ne voulait pas être remplacé, même par son propre fils. Ils se sont disputés au sujet de l'argent, de la célébrité et du contrôle du nom de famille. La tension entre eux a augmenté jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de leur relation. Un des moments les plus bas de Cornhill est survenu en janvier, lors d'une répétition pour un saut de réservoir de requins à Chicago. Inspiré par le film Jaws, il était censé sauter par-dessus un réservoir avec 13 requins vivants, mais il s'est écrasé pendant la pratique, se cassant les 2 bras et frappant un caméraman si fort que l'homme a pensé qu'il pourrait devenir aveugle. Neville était tellement ébranlé qu'il n'a jamais permis que les images soient diffusées pendant 19 ans. Chunk, 10. C'était la fin de la carrière du showman. Sa dernière performance a eu lieu en mars 1980 à Porto Rico. 1 an plus tard, il est apparu une fois de plus avec son fils en Floride. Mais la magie avait disparu. À la fin des années 1990, les années d'accidents et de chirurgie l'ont rattrapé. Il avait reçu de multiples transfusions sanguines avant 1982 et l'une d'entre elles lui a donné l'hépatite C. Au début de 1999, les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Mais ensuite, juste à temps, un donneur a été trouvé. Un jeune motocycliste décédé dans un accident. Neville a reçu une greffe du foie le 28 janvier 1999 et a survécu. Cette greffe lui a donné 8 années de vie supplémentaires. Mais même dans ces dernières années, les choses n'étaient pas paisibles. Il a divorcé de sa première femme, Linda, en 1997 après 38 ans de mariage. 2 ans plus tard, en 1999, il a épousé une femme nommée Crystal Kennedy. Il avait 61 ans, elle en avait 30. Le mariage a eu lieu au Caesars Palace à Las Vegas, où sa carrière avait commencé en 1967. Mais le mariage est rapidement devenu violent. En 2002, elle avait une ordonnance restrictive contre lui après qu'il l'ait frappée et ait fait des appels téléphoniques menaçants. Au tribunal, elle a dit qu'il s'était mis en colère quand elle avait refusé de le reprendre. Galval a dit au juge « Elle a de la chance que je ne l'ai pas frappée ». Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le 1er avril 2007, Avel Kien est apparu à la télévision pour annoncer qu'il était devenu chrétien. Il a été baptisé à l'émission Hour of Power et a dit « Jésus-Christ est tout. Si j'avais su cela il y a des années, j'aurais été 3 fois l'homme que je pensais être. » Ces paroles ont atteint plus de 100 pays. C'était le moment le plus vulnérable de sa vie et pour beaucoup, c'était la première fois qu'il voyait le vrai homme derrière les cascades. Mais c'est arrivé trop tard. En 2005, il a été diagnostiqué avec une maladie pulmonaire appelée fibrose pulmonaire. Il était sous oxygène 24 heures par jour et avait eu des accidents vasculaires cérébraux qui l'avaient laissé en fauteuil roulant. En 2006, il s'est fait implanter une pompe à morphine pour contrôler la douleur dans sa colonne vertébrale. Sa dernière apparition publique a eu lieu le 28 juillet 2006 lors des Evil Carnival Days à Butte, Montana, aux côtés de son fils. Dans sa dernière entrevue filmée en juillet 2007, il a admis ses regrets. Chunk 11. Il a parlé de Saltman et de la façon dont il n'a jamais pu sauter par-dessus le Grand Canyon. Yves Conneval est décédé le 30 novembre 2007. Il avait 69 ans et vivait à Clearwater, en Floride. Pendant des années, il avait lutté contre une grave maladie pulmonaire appelée fibrose pulmonaire idiopathique. Elle a lentement transformé ses poumons en tissu cicatriciel, ce qui lui a rendu de plus en plus difficile de respirer. Il avait également le diabète, ce qui a aggravé les choses. Ce dernier jour, Evil était dans son condo quand il a commencé à avoir des difficultés à respirer. Une ambulance a été appelée, mais il est décédé avant qu'il ne puisse l'emmener à l'hôpital. Même si sa santé était mauvaise depuis longtemps, sa mort a quand même choqué les gens et avait traversé tellement de choses dans sa vie.
En 1999, il a failli mourir de l'hépatite C et a dû subir une greffe du foie. Il a probablement contracté la maladie à la suite de transfusions sanguines après l'un de ses nombreux accidents brutaux. Au cours de ces dernières années, il a même survécu à 2 accidents vasculaires cérébraux. Son ami proche, Billy Rundle, l'a exprimé le mieux possible lorsqu'il a partagé à quel point c'était irréel. Il a dit « Cela arrive depuis des années, mais on ne s'y attend tout simplement pas. Superman ne meurt tout simplement pas, n'est-ce pas? » 10 jours plus tard, le 10 décembre 2007, Evil Carnival a été enterré dans sa ville natale de Butte, Montana. Ses funérailles ont eu lieu au Civic Center, qui pouvait accueillir plus de 7000 personnes. C'était un événement énorme. Matthew McConaughey, l'acteur hollywoodien, a prononcé l'éloge funèbre. Il s'était rapproché d'eux après avoir travaillé sur une émission spéciale de History Channel à son sujet. McConaughey a dit quelque chose qui est resté dans les mémoires. Il est pour toujours en vol maintenant. Il n'a pas à redescendre. Il n'a pas à atterrir. L'ensemble des funérailles ressemblait à l'un des spectacles légendaires d'Evil. Des feux d'artifice ont explosé en rouge, blanc et bleu dans le ciel nocturne avant le début de la cérémonie. Des centaines de personnes sont venues voir sa sœur Evil une dernière fois, alors qu'il reposait dans son cercueil, vêtu de sa veste de cuir blanche emblématique, avec des garnitures rouges et bleues. Il y avait de grands écrans le montrant sur sa moto et des photos tout autour. Après le service, un corbillard a emmené son corps dans les rues de Booty le long de ce qu'ils ont appelé la boucle Yves Neville. Même s'il faisait froid et qu'il neigeait légèrement, les gens se sont alignés le long de la route de 6000 pour dire au revoir, faisant signe à travers le froid. Chunk 12. Mais l'histoire d'Eve ne s'est pas terminée avec ses funérailles. Son héritage est devenu un mélange de gloire et de scandale. D'une part, il a inspiré toute une génération de casse-cou. Beaucoup disent que les X Games n'existeraient même pas sans lui. Son fils, Robbie Neville, a maintenu le nom de famille en vie. Robbie a effectué plus de 340 sauts et a battu 20 records du monde. Il a même fait le saut de la fontaine du Caesars Palace en 1989, le même saut qui a failli tuer son père en 1967. Mais après la mort d'Evil, des histoires plus sombres ont commencé à sortir. Un de ses gardes du corps de longue date, Jan Sullivan, a dit qu'il allait souvent sans être payé. Même si Evil se promenait avec des liasses d'argent, cela ne s'arrêtait pas là. En 1992, il y a eu une liaison secrète avec la golfeuse professionnelle Crystal Kennedy, ce qui a surpris beaucoup de gens. Et puis sont venus les dossiers du FBI. Il s'est avéré que le gouvernement avait surveillé Evil pendant les années 1970. Ils essayaient de déterminer s'il avait des liens avec le crime organisé à Chicago ou à Las Vegas, surtout parce que d'énormes paris étaient placés sur sa survie à chacun de ses sauts, défiant la mort.